prova. Là, ça marche. Ouais. Ça marche, ouais. Allô? On attend juste à voir la présentation. Bonjour à tous et merci d'être là avec nous aujourd'hui pour ce deuxième panel du parcours LX Paris Photo. Avec les soutiens du ministère de la Culture et de Caring Women in Motion. Je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit avant, mais je vous invite toutes et tous à récupérer une copie du petit livret où il y a un peu l'histoire derrière cette choix et ces projets. Je vais devoir switcher à l'anglais parce qu'on a des intervenantes internationaux. Mais ma collègue Damaris Amao qui est avec nous, qui est à ma gauche, elle va parler en français. Du coup, si vous ne comprenez pas le français, if you don't understand French, just make sure that Si you vous ne download comprenez the pas le app to français, have the téléchargez le translation, code QR simultaneous pour avoir la translation. traduction Very easy. simultanée. It can be on your phone and you C'est can très just wear facile your à headphones. le mettre en place sur votre Thank you very téléphone. much. So, we are here to, Nous sommes là aujourd'hui to celebrate fêter women photo les femmes artists. photographes. And, I'm gonna briefly Je introduce vais the présenter speakers and then I'm gonna chacune ask them de a nos couple of intervenantes questions. And et then leur at poser the quelques end, questions. À la if you fin, have si vous avez des questions, please questions, don't ne be soyez pas shy. timides, We're nous here sommes là for that. pour y répondre. So Damaris Damaris Amao Amao is est a historienne historian of photography de la and a photographie PhD avec in un art doctorat en history. histoire de l'art. She Elle est co-curated the co-commissaire de exhibition, l'exposition Elie Elie Lothar Lothar au at the Jeu de Jeux de Paume en Paume in 2017. 2017. Photography Weapon of Class au Centre Pompidou en 2018 et l'exposition Doramar en 2019. Elle était co-éditrice des catalogues de ces expositions. Dernièrement, elle a présenté aux Rencontres d'Arles l'exposition Charlotte Perriand, politique du photomontage, et vient d'inaugurer au Centre Pompidou l'exposition Décadrage colonial, anticolonialisme, surréalisme et photographie moderne. Elle est actuellement commissaire au cabinet de la photographie du Musée national d'art moderne, Centre Pompidou. Bienvenue et merci. Fiona Rogers est la première commissaire du département femmes dans la photographie du Victoria and Albert Museum. Quel honneur de vous avoir parmi nous. C'est un poste tellement puissant que le microphone ne supporte pas que j'en en parle. Auparavant, elle a été directrice de la photographie et des opérations de Weber, une agence et une galerie de photographie que vous pouvez visiter ici à Paris Photo. Elle a travaillé au Magnum Photos dans différents rôles. En 2011, elle a créé Firecracker, un réseau et une plateforme numérique pour promouvoir les femmes photographes. Merci d'être parmi nous. Enfin, nous avons Maria Kapayeva, un artiste qui travaille entre l'Estonie et le Royaume-Uni. Son travail est exposé à l'international et dernièrement, elle a eu des expositions au Latvian Center d'art contemporain, the Estonian Museum of Art, Kumo, et le musée de photographie finlandaise. Son travail est dans les collections de Kiasma Museum et la collection du musée Tartua. Et son livre Dream is Wonderful Yet Unclear, édité par Milde Books, a gagné le prix du meilleur livre photo de la Fondation Krasna-Krauss en 2021. Elle travaille également comme chef de projet chez Fast Forward Women in Photography et est doctorant pratique de l'Académie des arts estoniens. La raison pour laquelle j'ai invité ces trois femmes incroyables ce soir, c'est qu'à travers leur pratique de multiples façons, elles ont fait des recherches, elles ont découvert et soutenu et fêté le travail de femmes photographes incroyable. J'aimerais poser une question à Damaris Amao pour savoir si vous pouvez bien partager
nous parler de quelques-uns de ces projets. Et je voudrais aussi parler d'une des photographes qui est dans le parcours LX Photo Paris Photo cette année, qui était dans une des collections, une artiste qui est dans la collection du Centre Pompidou et une autre artiste choisie par Fiona qui est dans la collection de V&A. Et parce que Fast Forward n'a pas encore de collection, Marie va partager des projets de femmes photographes ukrainiennes. Sans plus attendre, je passe la parole à Damari Samao. Merci. Merci Federica pour l'invitation. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça a l'air d'aller. Pour répondre à ta première demande, donc je suis avant tout une historienne de la photographie et une historienne de l'art. Et mon intérêt dans l'histoire de la photographie, c'est à chaque fois de raconter l'histoire de la photographie d'une autre manière et d'investir des espaces invisibilisés d'une certaine manière. Donc mes premiers travaux et mes premiers projets d'exposition ont d'abord porté sur des hommes, quelqu'un comme Élie Lothar. Mais pourquoi je me suis intéressée à une figure comme celle-ci, c'est parce qu'il allait à l'encontre peut-être du récit traditionnel sur la photographie. Et de manière un peu par continuité, le fait de s'intéresser à des artistes femmes qui ne répondent pas aux standards ou qui sont un peu invisibilisées dans l'histoire de la photographie, eh bien, c'est venu assez aussi naturellement. Donc là, peut-être, on présente un de mes tout derniers projets, celui sur Charlotte Perriand, que j'ai présenté à l'invitation des rencontres, de l'équipe des rencontres d'Arles, donc l'été dernier. Et Charlotte Perriand, qui est connue avant tout comme une architecte pour son travail dans le modernisme, a été aussi photographe, mais plus que ça. C'était très intéressant pour moi de se plonger dans son approche, dans son travail, parce que sa modernité, c'est pas simplement d'avoir fait de la photographie, elle en a fait en amateur, ça a été un outil pour elle pour comprendre les motifs, des processus de construction, mais elle a été quelqu'un de très intéressant dans sa pratique de la récupération des images, la manière dont elle a archivé des photographies à l'époque pour en faire des photomontages politiques qui permettaient de traduire sa propre vision du monde. C'est quelqu'un qui n'est pas... si vous prenez une histoire de la photographie traditionnelle, c'est pas quelqu'un que l'on identifie tout de suite comme une femme photographe, mais pour moi, et toujours dans ma démarche de m'intéresser aux zones un petit peu, aux voies de traverse, Charlotte Perriand était quelqu'un de très intéressant parce qu'elle était aussi révélatrice de parcours de femmes dans l'entre-deux-guerres qui ont utilisé la photographie, qui l'ont collectionnée et qui ont nourri aussi leur approche et qui ont permis aussi son émancipation, leur propre émancipation, alors d'un point de vue professionnel pour d'autres femmes photographes, mais dans le cas de Charlotte Perriand, une émancipation aussi intellectuelle avec l'affirmation de son propre engagement à gauche et d'un idéal de vie. Donc ça, c'est l'un des derniers projets. On l'a présenté également, l'exposition a pu itinérer à Bruxelles. Donc elle a été présentée au Design Museum de Bruxelles pendant quelques mois où elle a reçu aussi un grand intérêt par rapport à cette figure entre deux qui utilise de la photographie à cette époque-là, mais révélatrice aussi de ce qu'était la photographie. Donc ce qui est toujours important pour moi quand je fais des expositions et aussi avec mon équipe au cabinet de la photographie, c'est d'écrire, parce que on l'a vu, on peut s'intéresser à de nombreuses figures de femmes photographes. Si les expositions, c'est très bien, c'est éphémère, mais il faut aussi avoir de l'écrit pour que les gens puissent revenir dessus, pour que les étudiants puissent étudier, pour qu'une iconographie soit accessible. Et donc, l'occasion de travailler sur Charlotte Perriand, ça a été aussi de pouvoir, pas légitimer, mais aussi de la faire rentrer par l'écrit dans des récits sur l'histoire de la photographie. Et dernièrement, on a sorti avec Emmanuel Kouchner, qui m'a accompagnée aussi sur le livre Charlotte Perriand, politique du photomontage, un photopoche, vous le savez, peut-être, il n'y a pas beaucoup de titres dédiés à des femmes photographes dans la
série des photos poches et le travail qui a été fait récemment, notamment par Géraldine Lay, en renouvelant la maquette, mais en essayant aussi d'introduire d'autres noms de femmes qui ont pratiqué la photographie, comme Charlotte Perriand, était aussi un jalon essentiel dans cette réflexion entre exposition et aussi faire d'autres narrations. Et voilà, le photopoche en plus est accessible à un plus large public, pas cher, et donc des images de Charlotte Perriand deviennent aussi plus facilement diffusables. Un autre projet qui me tient à cœur et qui est en lien aussi avec mes propres recherches depuis le début sur le surréalisme et la photographie, c'est le travail que j'ai mené avec ma collègue Karolina Lewandowska et aussi mon autre collègue qui était au Getty avant, Amanda Maddox, ça a été de travailler sur Dora Maar, donc cette photographe de l'entre-deux-guerres, proche du surréalisme, connue jusqu'alors essentiellement connue pour son rôle de muse, entre guillemets, de Picasso. Et notre approche, il a été en tant qu'historienne de la photographie, de s'affronter, de se confronter à son propre travail photographique. Notamment, alors ici, on montre une de ses pièces phares, icônes, une des premières pièces aussi entrées dans les collections de photographie du Centre Pompidou. Le simulateur, qui est exemplaire de sa pratique du photomontage et aussi de la résonance de son travail avec le surréalisme. Et nous avons au Centre Pompidou, on a acquis à l'issue d'une vente qui s'est passée après sa mort, on a acquis près de 2000 négatifs. 2000 négatifs, quelques tirages assez exemplaires de son travail de photographe de mode, de photographe publicitaire. Et tout le travail qui a été fait, c'était d'abord d'embrasser ce matériel qui n'est pas facile. Donc déjà de le classer, de l'inventorier. Et ensuite, ça a pu être le point de départ de premières réflexions, de premiers ouvrages sur alors, bien sûr, on s'inscrivait aussi, il faut aussi le dire, dans les pas notamment de Victoria Combalia ou de Marie-Anne Cause qui avait déjà fait un travail sur Dora Maar, et ça c'était très important. Mais l'idée c'était de s'en emparer au Centre Pompidou et de ne plus la présenter, de ne pas seulement faire une exposition Dora Maar Picasso comme ça a été quand même souvent encore fait, mais de la prendre en tant que telle et puis de l'affronter en tant qu'historienne parce que sa pratique, sa démarche, sa carrière est aussi exemplaire de ce que peuvent les femmes à cette époque et quels sont les espaces qu'elles investissent, que ce soit la mode, la publicité et puis son engagement politique, notamment avec ses photographies documentaires. Et là, toujours, l'importance de la recherche pour moi, donc une recherche qu'on a fait en collectif avec ma collègue Karolina, avec ma collègue Amanda, et puis aussi avec nos collègues de la Tate qui ont accueilli l'exposition. Et donc, d'accompagner avec ce catalogue d'exposition qui permet aussi d'avoir un ouvrage, mais qui est concentré, pas simplement sur sa biographie, avec qui elle a été en relation, parce que Dora Maar, c'est aussi... il y a beaucoup de littérature sur Dora Maar, mais c'est beaucoup sur l'angle de la biographie, mais affronter aussi la carrière des femmes artistes et photographes, c'est aussi de laisser de côté toute cette dimension biographique qui empêche aussi de comprendre aussi leur propre approche. Donc, ce qui veut dire aussi que ce n'est pas forcément des femmes pour lesquelles j'ai une fascination. C'est vraiment en tant que... Mais elles sont à chaque fois révélatrices. Il faut faire l'effort, par-delà l'admiration de leur carrière et tout, de faire l'effort de s'attarder sur leur pratique, sur comment elles ont utilisé l'image, parce que ça enrichit de manière globale l'histoire de la photographie. Je dois utiliser ton micro, désolée. Et pour l'artiste que tu as choisi du parcours, elle? Déjà, bravo pour ta sélection. Et donc, j'ai choisi Laure Albin-Guyot. Alors, pour diverses raisons, parce que ma spécialité, c'est la photographie de l'entre-deux-guerres, même si je m'intéresse aussi aux pratiques contemporaines. Et Laure Albin-Guyot, qui est née à la fin du 19e siècle et qui décède au milieu des années 60 à Paris, est une figure assez singulière dans ce paysage de la photographie de l'entre-deux-guerres. Je la présente ici à travers des photographies qui sont assez étonnantes, parce que quand on connaît Laure Albin-Guyot, on la classe plutôt comme quelqu'un
quelqu'un qui a été plutôt une classique, qui vient du pictorialisme. Mais c'est une personnalité assez intrigante, puisqu'elle a été aussi... elle a bouleversé d'une certaine manière aussi l'iconographie des années 30 à travers ses photographies abstraites, mais aussi, je la présente là en ce moment dans cette exposition qui s'appelle Décadrage colonial, à travers des portraits que nous avions quasiment jamais montrés de modèles noirs qu'elle fait dans les années 30. Et l'exposition que nous présentons en ce moment à la galerie de photos est dédiée à la manière dont les photographes de l'entre-deux-guerres, femmes et hommes, ont produit dans ce contexte colonial qui est un peu the elephant in the room dans l'histoire de la photographie française, c'est-à-dire qu'on résume souvent en disant que les photographes en avaient marre de photographier la ville et la modernité, et puis après ils sont partis en voyage parce qu'ils étaient fascinés par l'exotisme. Et jamais on ne parle de ce contexte colonial. Et donc l'exposition est un moyen de revenir sur ça. Et Laure Albin-Guyot, qui était présente sur cette scène photographique, a réalisé de ces portraits de modèles noirs. Notamment, vous avez vu tout à l'heure une modèle noire avec son enfant, qui est très singulier par rapport à l'époque. On continue à faire des recherches parce que sur ces modèles, notamment qui restent anonymes et qui sont très intrigants et qui montrent aussi la manière dont... aussi son regard s'est posé, comment elle a essayé aussi de renouveler les canons, les standards du goût. Ce qui est intéressant chez Laure Albin-Guyot, qui est vraiment une figure de l'entre-deux, c'est une figure du 19e et du 20e, vraiment à la fois dans sa pratique esthétique, puisqu'elle vient du pictorialisme, jugé comme un académisme, mais en même temps, elle va utiliser la photographie pour faire des micro-photographies décoratives à partir de vues de microscope qui vont devenir en plus des motifs après pour les arts décoratifs. Elle va s'intéresser à la photographie publicitaire en disant qu'on n'utilise pas encore assez la photographie dans la publicité, et donc elle va même faire un ouvrage pour promouvoir la pratique de la photographie. Et en même temps, elle va aussi être quelqu'un qui va avoir des fonctions. À cette époque-là, donc elle va avoir des fonctions. Elle va être chargée notamment de créer la première cinémathèque. Elle va faire des associations de femmes. Et en ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours parfois de modernisme, de modernité, de progrès. En même temps, ce souci pour la sororité et de faire de l'association, ça lui vient des pratiques du 19e. C'est-à-dire il faut se dire qu'en soi, elle est vraiment une femme de ce 19e, 20e siècle. C'est quelqu'un qui a vu, il faut s'imaginer qu'à Paris en 1900, il y a une grande exposition par les femmes photographes américaines. Et Frances Benjamin Johnston va mener est une photographe américaine qui est vraiment qui fait la promotion des femmes photographes et qui va choisir de présenter le travail de 30 photographes femmes américaines. Et on les appelle les ambassadrices du progrès. Et Frances Benjamin Johnston, qui est dans ce cœur du pictorialisme fin 19e siècle, est vraiment quelqu'un qui écrit pour les femmes, écrit ce que peuvent les femmes avec la photographie, fait des expositions qu'avec des femmes, avec vraiment cette idée de promotion. Et quelqu'un comme Laure Albin-Guyot, qui est née à cette même période, est vraiment nourri de ce début de sororité qu'il naît dans les women clubs qui existent notamment aux États-Unis et qui est très important. Et donc Laure Albin-Guyot, qui est un peu cette figure du modernisme, qui va travailler pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va continuer à avoir des commandes, qui est vraiment aussi l'exemple d'un classicisme français, et aussi une figure qui va promouvoir un autre regard. Et puis on montre aussi, aussi dans son regard, ce qui était intéressant, c'est aussi elle est une des rares femmes qui propose des portraits masculins assez, pour l'époque, assez osé. Vous l'avez vu, et elle en fait même une exposition en 1935, Portrait d'homme, où on voit tout le regard sensuel et en même temps plastique qu'elle porte. Et c'est assez novateur. À l'époque, on a beaucoup de renouveau du portrait, du nu, mais surtout féminin. Et avec ces portraits et ces nus masculins, elle apporte véritablement aussi un autre regard qui en fait vraiment une figure ambiguë et qui est très intéressante à suivre, et qui, le Jeu de Paume lui a dédié une très belle exposition. Nous la montrons régulièrement dans les collections, et c'est vraiment quelqu'un de cette période-là, à la fois dans sa pratique, à la fois comme rôle modèle qu'elle a voulu insuffler, qui fait qu'aussi je l'ai choisi maintenant.
Fiona Rogers, pouvez-vous parler-nous de votre passion profonde pour soutenir des femmes ou des artistes qui s'identifient comme étant des femmes? Comment vous avez commencé Firecracker et comment vous êtes devenu le premier commissaire institutionnel dédié à la tâche de s'assurer qu'il y a suffisamment d'artistes femmes dans la collection? Bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas m'exprimer en français, je n'ai pas la possibilité linguistique de le faire. Mais merci beaucoup, Federica, pour ton invitation. Je vais bien prendre le contrôle. Vous avez raison, oui, c'est énervant ce petit pointeur. Commençons au début, au commencement. Je suis allée à l'université, mais je n'avais pas une famille très artistique. Pour aller à l'université, c'est une grande décision pour moi et pour mon frère. On était la première génération à aller à l'université dans ma famille. Et quand j'ai quitté l'université, quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé tout de suite chez Magnum Photo. En 2003, j'étais à l'accueil et je suis partie 16 ans plus tard en tant que directrice adjointe des opérations. Ce qui montre que si vous restez au même endroit si longtemps, vous pouvez monter. J'étais là, j'étais une jeune femme à essayer de naviguer cet espace très blanc, très masculin. Et en même temps, je rencontrais énormément de femmes incroyables avec qui je ne pouvais pas travailler à cause de la nature collective de fonctionnement chez Magnum. Il n'y avait pas un espace pour aider d'autres personnes, des personnes qui ne rentraient pas dans ce collectif. Donc cette frustration a donné naissance à un désir d'aider certaines de ces femmes photographes que je rencontrais en 2011. J'ai créé Firecracker, une plateforme très basique qui le reste un peu aujourd'hui. Mais c'était une année après Instagram que j'ai créé cette plateforme. C'est intéressant de voir maintenant qu'il y a beaucoup de plateformes très roots comme ça qui ont été créées, qui adressent des déséquilibres dans le monde de l'art. Mais le mien était assez au début de tout ça. Une année plus tard, après le lancement, nous avons retourné la communauté sur sa tête et on a commencé à proposer une bourse annuelle. Ça fait 10 ans maintenant que nous proposons cette bourse. On a attribué 20 000 livres à des artistes femmes identifiant comme femmes. C'est la liste qui montre que c'est très international, interdisciplinaire. Donc d'artistes femmes et d'artistes s'identifiant comme femmes. En 2017, j'étais invitée à écrire un livre sur les femmes photographes que je l'ai fait avec une amie et collègue Max Halton, qui est manager des études du cursus sur la photographie, qui travaille donc avec Maria. Oh, petit problème technique. C'est ce centre d'intérêt qui m'a emmené dans ce rôle incroyable que j'occupe, mon poste actuel, qui a été créé cette année. J'ai commencé au mois de mars. Ça fait donc 8 mois que je travaille à ce poste. C'est un programme tout nouveau de commissariat pour soutenir les femmes dans la photographie, soutenu par le Trust, la fondation. C'est un poste qui va durer 25 ans, qui est financé entièrement
qui cherche à analyser et contribuer à rééquilibrer le manque d'égalité de genre dans la collection et pour aider aussi les artistes contemporains à continuer à travailler tout en soulignant des contributions historiques des femmes, surtout au musée. On a des femmes incroyables au début du développement du musée qui ont eu des rôles charnières au sein du musée. Ce programme est très ambitieux, qui passe par les acquisitions, de la recherche des événements. On a un énorme programme public et numérique et on essaie de toucher un très large public et célébrer les femmes en photographie avec une communauté très internationale. Et vous venez d'inaugurer une exposition de Laia Abril, oui, aujourd'hui même. L'inauguration, on a fait de l'histoire de la misogynie, deuxième partie, au Gallery Copeland, qui est sur un autre site par rapport au musée. On avait envie de faire cette exposition très rapidement et de le mettre, de le rendre accessible à un public qui ne va pas au musée. C'est très osé, oui, bravo. Bien évidemment, le musée est très connu pour ses photographies, sa collection du 19e siècle. On a des travaux, des photographies d'Elsa Bing, de Lee Miller. Bravo. Une collection victorienne. On a commencé à collectionner les photographies en 1852. On a 800 000 photographies dans la collection, avec encore plus dans la collection qu'on a récupérée en 2007. On a un travail de catalogue, on a des histoires cachées qui restent à découvrir, on ne sait pas tout à fait quel est le déséquilibre actuel dans le genre dans la collection. On l'estime à 15%, mais il faut continuer à travailler pour vraiment l'établir. Ce que l'on sait, c'est que les femmes non blanches n'apparaissent dans la collection avant les années 60-70. C'est une grande partie du projet Parasol pour essayer de répondre à ces déséquilibres à travers des acquisitions nouvelles ou demander à d'autres personnes de venir regarder l'archive ou à travers des commandes, pardon. Certains d'entre vous le savent, en 2018, on a ouvert une partie du centre photographique avec une galerie toute rénovée. En 2023, nous allons ouvrir l'ensemble de la galerie. On va doubler notre espace par rapport à ce que vous pouvez voir au musée actuellement. On va avoir cet espace incroyable pour la photographie, dont 2 salles pour la photographie contemporaine. Et le projet Parasol fait partie de ces galeries, de ces salles photographies. Les femmes vont avoir une très grande présence au musée par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'au présent. On aura 1000 mètres carrés pour la collection permanente et on travaille actuellement sur des photographies contemporaines et les archives qui sont peut-être mieux connues. L'ouverture et ce centre de photographie va nous permettre de travailler plus avec des artistes en vie et en train de travailler maintenant. Tara Kreshnak, par exemple, une artiste péruvienne incroyable, née au Lima en 1979 et travaille à Los Angeles. Vous l'avez peut-être vue lors des prix Discovery. Elle fait partie de la sélection LX Paris Photo. Vous pouvez voir son travail ici.
Tom Zander Gallery expose son travail. Elle a gagné en 2021 le prix Discovery. Elle a gagné le Dorothea Lange Taylor Award à Tokyo, aussi un autre prix à Tokyo. Master Rituals 1 et 2 sont les travaux pour lesquels elle est le plus connue et qui critiquent le canon de la photographie masculine et qui reprend la photographie comme un monde pour les femmes et des femmes de couleur. Elle vient de sortir un livre avec la série les Master Rituals, les nus de Edward Weston. Et vous pouvez voir son travail à Chicago dans l'exposition Refracting Histories. Tara, c'est l'artiste que j'ai sélectionné de votre sélection fantastique. C'était très difficile de choisir une seule artiste. Je peux comprendre. La sélection est vraiment magnifique. J'ai choisi Tara parce qu'on vient de faire l'acquisition de son travail, notre première. Ça fait très longtemps que j'adore son travail. La première série Master Rituals sur Ansel Adams qui prend sa publication séminale et elle fait une critique de ce travail. Elle utilise ses cheveux, son corps, le travail d'une femme non blanche pour l'insérer dans cette histoire visuelle iconique. Avec ses cheveux et ses mains et son corps, elle crée des interventions à l'intérieur des photographies, des tirages. Et elle interagit aussi avec ses livres, elle déface et obscurcit sa narrative originale par des histoires cachées. C'est un projet incroyable où il y a de la poésie, la vidéo, la performance. Ici, vous voyez Master Rituals 2, Edward Weston avec des nus. Elle a commencé en 2020. C'est en continuité avec son identité d'une femme d'Amérique latine indigène. Dans le travail de Weston, elle prend les modèles de Weston, Bertha Wardle et Miriam Lerner, et elle refait leur pose, mais remet dans les compositions les parties des corps qui ont été coupées, souvent des parties de leur corps ou leur visage, ce côté où elles devenaient non identifiables, des corps non identifiables mais belles, et assujetties à un regard très masculin. Elle se présente aussi comme en tant qu'autrice. Elle prend cette présence d'artiste de génie et se prend en autoportrait. On voit le clic avec lequel elle prend la photo dans toute la série. J'aime beaucoup cette remise en question de qui est le muse, le génie, l'artiste de génie, la complexité entre la personne qui est le modèle et l'artiste. Et là où Weston enlève Wilson de son histoire, Krajnak fait une composition très respectueuse où elle reprend le narratif de ces femmes un peu découpées. Elle met toujours leur nom dans les légendes. Je me rends compte que là, j'ai oublié de le faire sur ce diapo. Mais elle fait très attention à remettre l'identité en tant que femme dans cette série, en remettant en question leur rôle dans cette œuvre séminale. Elle commence à visualiser un thème qui revient souvent dans son travail, où elle regarde de quoi on se souvient, de qui et comment. Et la présence de son corps de femme indigène
remet en question cet idéal, le stéréotype créé et propagé par cette histoire photographique que nous voyons et formée par le regard d'un homme blanc. La série ici, c'est celle que nous venons dont on venons de faire l'acquisition, qui sera montrée en 2023, Contact Negatives 1979, qui regarde l'histoire personnelle de l'artiste dans le contexte d'un traumatisme collectif au Pérou. Nice geste barrière. Elle est née au Pérou en 79, une année très sanguine, beaucoup de problèmes politiques, mais elle a lu seulement des éléments de cette histoire. Elle a été adoptée dès la naissance et élevée en Amérique du Nord par une famille. Elle n'est pas retournée au Pérou avant l'âge de 30 ans. Depuis 10 ans, elle examine et utilise la performance et la photographie et d'autres techniques artistiques pour explorer cette question d'identité non résolue en tant que femme indigène d'Amérique latine. Ici, on a une série de performances mises en scène pendant lesquelles elle utilise des vidéos et des journaux de l'année de sa naissance, des scènes qui sont assez violentes, agressives, où souvent on voit des violences contre les femmes, et les projette sur son corps et dans son espace. Elle les filme ses autoportraits pour vraiment réinsérer son corps de femme indigène au lieu de sa naissance. Et dans une salle chambre noire temporaire, elle fait des cyanotypes très délicates. Et ça parle du médium artistique de la photographie. C'est aussi tout à fait pratique pour elle. C'est un processus analogue sur l'idée d'archives, d'héritage, de patrimoine. Et on peut montrer que l'archive peut échouer dans l'idée que tout le monde n'est pas inclus, que les histoires ne sont pas complètes et qu'on peut être coupé du souvenir. Ce travail fait des connexions entre son traumatisme personnel et le traumatisme de son adoption, le fait d'être élevé loin de son lieu de naissance. C'est une métaphore pour la brutalité de ce que a subi le Pérou en tant que nation, en tant que pays. Ces autoportraits émergent des croisements entre la ville et qui rendent visible comment les histoires violentes peuvent être ancrées dans les corps mais exclues des archives officielles. Thank you so much. Merci beaucoup, Fiona Rogers. J'espère que d'autres institutions internationales vont s'inspirer de V&A et créer une position de commissaire pour les femmes dans la photographie à l'image du V&A. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'avoir un artiste dans les plus généreux que j'ai jamais rencontré. Parce qu'au lieu de parler de sa pratique artistique à elle-même, elle est là pour partager sa passion pour d'autres artistes, pour des collègues, et pour parler du projet qu'elle gère avec Anna Fox, qui s'appelle Fast Forward Women in Photography. Merci Maria Kapayeva. Merci. Je veux commencer par juste dire que je suis artiste d'Estonie, mais je vis au Royaume-Uni depuis 14 ans. Et quand le Covid a commencé, je suis rentrée en Estonie, mais mon cœur et mon travail me font revenir au Royaume-Uni souvent.
Je suis chef de projet sur un projet de Fast Forward Women in Photography que nous gérons avec Anna Fox, notre directrice. Notre projet est à Farnham, est basé à l'Université des Arts Créatifs. Ça fait 10 ans donc que depuis qu'on a commencé notre projet. C'est très enthousiasmant pour ce panel. J'ai décidé donc, au lieu de parler de moi et de mon art, j'avais envie de parler plutôt d'autres femmes fantastiques que j'ai rencontrées dernièrement et avec qui j'ai fait un projet. Un des projets dont j'aimerais vous parler s'appelle Putting Ourselves in the Picture. C'est tout récent, on vient de le finir, ce qui est génial. Ce projet était financé par un fonds d'inclusion et de diversité de Arts and Humanities, un Research Council qui fait partie de UK Research and Innovation. Le projet a aussi reçu du soutien de UCA, l'université où nous sommes basés. Ce qui a été un défi et aussi formidable. On a travaillé avec 5 organismes partenaires géniaux. Et nos partenaires, des œuvres créatives pour des femmes réfugiées à Londres, les galeries Impressions à Bradford, National Galleries of Scotland and Edinburgh, et le 5e partenaire, Workshop Row Online School, qui était fondé par Natasha Caruana, une artiste, qui le gère également. Frédéric va nous montrer les images. Voici une page de notre livre, le livre qu'on vient de sortir. Je vais en parler un peu plus tard pour décrire le projet. Le livre est un des sorties de ce projet. Chaque organisme partenaire a travaillé avec un groupe de réfugiés, femmes réfugiées et des personnes non binaires et qui cherchaient l'asile politique. Ils ont parlé de comment ils voulaient créer un programme pédagogique et faire des ateliers. C'était un grand défi pour chaque organisation parce que nous avons commencé en pleine pandémie et nous avons essayé de prendre en compte, mais créer un espace de sécurité pour chaque groupe, pour des personnes, pour des femmes, pour leur donner confiance en elles, pour leur apprendre à la photographie. Mais ce qui a été important aussi, c'était de parler de leurs histoires qui sont très puissantes et qu'il faut raconter à un public plus large. Chaque partenaire a travaillé aussi avec d'autres professionnels qu'ils ont sélectionnés. Je peux dire qu'à Londres, les 2 mentors étaient Linda Moore et Ida Silvestri. Impressions Gallery, on a Andy McNeil et Caroline Mendelssohn. À Bradford et à Édimbourg, on avait Annie Linden, Mantic McMurdo et Sam Rutherford. Et d'autres professionnels ont mené des ateliers, par exemple. À la fin de ces séries d'ateliers, les participantes pouvaient rejoindre un programme en ligne mené par Natasha Caruana pour développer d'autres capacités et des projets. Ce qui était très enthousiasmant, c'est que chaque organisme a choisi comment il voulait travailler, soit comme un groupe pour faire un projet de groupe ou des projets individuels.
où chaque participante créait son œuvre. Quand on a pensé à ce qu'on pouvait produire, on avait 3 parties. Au final, une des parties était une série de portraits. C'était une grande aventure pour moi et pour Anna Fox. On l'a accueilli, mais Social Broadcast a financé ce projet et on a travaillé avec Laura Sims et Sarah James, cinéastes, qui ont produit des petits films comme des entretiens avec certaines participantes qui ont été d'accord pour être filmées. Pour certaines de nos participantes, elles ne peuvent pas forcément être vues par le grand public. On a dû utiliser des faux noms dans les publications, les productions, parce que certaines attendent encore que leur dossier de demande d'asile politique soit traité. Il y avait donc beaucoup de défis à plein de niveaux. On a beaucoup appris en tant qu'organisme. Et on vient de publier notre livre qu'on adore en production, résultat final concret, publié chez Tory Books. Vous pouvez avoir votre copie, un exemplaire à TJ Boating au stand. Hannah Watson a quelques exemplaires à vendre, mais vous pouvez l'acheter en ligne chez Trolley Books. Ce que nous avons essayé de faire avec ce livre, c'est non seulement montrer des portfolios incroyables de femmes, mais aussi on voulait essayer d'écrire quelque chose d'aussi sincère que possible, une réflexion sur tout ce processus de collaboration entre tant d'organismes, des défis, dû au Covid, de protection des identités, la communication, des femmes différentes dans des endroits différents. Ce livre est comme une étude de cas et on espère que ce sera utilisé par d'autres personnes qui veulent faire des projets collaboratifs entre des groupes marginalisés. On espère que ça va aider d'autres personnes, qui va inspirer d'autres gens. Dans la dernière étape, avec l'atelier, certaines participantes ont développé des recettes visuelles. Une petite cerise sur le gâteau de notre livre. Si vous achetez le livre, vous avez aussi les recettes en bonus qui viennent de tous les pays d'origine de nos participantes. C'est super. Dans le choix d'une artiste, la sélection déjà de Frédéric est incroyable et je suis très contente de voir que ces femmes sont mises en valeur cette année. C'est 77 artistes. Pour moi, cette année, je suis très touchée par la guerre en Ukraine et au printemps, nous avons fait un levée de fonds avec Fast Forward pour aider 14 femmes photographes d'Ukraine de lever des fonds pour des œuvres caritatives en Ukraine. On a fait des tirages pour elles, on a posté aussi, on a pris en charge tous les frais. Et à travers ce projet, cette initiative, j'ai rencontré des artistes ukrainiens incroyables. Et au-delà de ces artistes, je commençais à regarder un peu pour revenir à Victoria, les Coyotes. J'aimerais parler de tous les artistes, mais je vais en parler de 2. Elles méritent votre attention, les femmes artistes ukrainiennes qui travaillent pendant la guerre en Ukraine
mérite vraiment votre attention. J'aimerais souligner le travail de deux artistes, dont Victoria Liholot, qui, à partir du printemps, a créé un journal qu'elle appelait Wartime Diary. Elle documente le moment où ils ont dû couper l'électricité. Et chaque jour, elle a pris une photo de la ville dans l'ombre, dans l'obscurité à Kharkiv. Ça l'aide à gérer sa peur et le traumatisme, où elle va finir seule dans une ville. Elle sent que ses voisins s'en vont. Il y a de moins en moins de lumière dans les fenêtres, dans les maisons voisines et les appartements autour. C'est une pratique photographique qui l'aide à gérer ses émotions dans ces moments difficiles et nous donne la possibilité de voir à travers son regard ce qui se passe chez elle. Je veux parler aussi de Yelena Subaj, son projet caché. Son livre vient d'être publié sur ce projet par Besides Press et j'attends avec impatience mon exemplaire. C'est l'histoire des travaillés en musée dans la ville de Lviv. Elle vient de cette ville. Ils emballent et ils stockent des monuments publics d'art. Ces images documentent ce processus de sauvegarde des œuvres d'art, des corps humains, des mélanges avec des œuvres. Et pour moi, ça parle beaucoup du soin et de l'amour pour ces œuvres d'art par des personnes qui sont dans une situation vraiment extrême. Pour moi, ça me touche énormément. Ce projet est incroyable. Elle parle aussi que pour elle, en documentant ce qui se passe juste à côté d'elle au moment même où ça arrive, ça l'aide à se sentir utile pendant ce moment difficile au lieu de errer et ne pas savoir que faire en tant qu'artiste. Beaucoup de personnes ont ressenti cela dans une situation extrême, l'art est écarté. Et pour finir, dans le dernier diapositive, je voulais parler de Tbilisi Photography et Woods Media Museum. Fast Forward a programmé une conférence focalisée précisément sur les femmes photographes en zone de conflit. On l'a reporté 2 fois déjà, une fois à cause de la pandémie et deuxième fois à cause de ce qui se passe en Géorgie à cause de la guerre en Ukraine. Mais on avait une rencontre avec nos partenaires hier et nous espérons pouvoir faire cette conférence. Si vous voulez être informé, souscrire à notre newsletter et on espère le faire en 2023. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre travail fondamental, une grande importance. Je voudrais donner la possibilité au public de poser des questions. Ne soyez pas timide. Autrement, je propose aussi aux intervenants si elles avaient des questions à poser les unes aux autres. Ou alors, à ce moment-là, on va s'arrêter là. Je vous remercie tous et toutes d'être venus. Et je vous rappelle que les 2 derniers événements de la journée à 5h, 17h, nous avons une conversation entre Rosalind Fox-Solomon et Sarah Meister, leur conversation Muse Collection, commissaire de Nathalie Urstofer.
Christopher. Et à 18h, ne manquez pas la performance, l'histoire manifeste pour fêter ces 5 ans de LX Paris Photo soutenu par le ministère de la Culture et Caring Women in Motion. Merci beaucoup et à 17h.